Deux, hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez notre présentation? Ouais, parfait. Ok, vous nous entendez bien, ça va au niveau du volume sonore, etc. C'est nickel. Parfait. Ok, ok. Donc ben c'est parti. Alors du coup, donc je ne nous représente pas parce que ça a été déjà très bien fait. Donc ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui pour ce séminaire, c'est une partie des résultats du projet Poussec, donc dans lequel on travaille avec Brivel. Donc projet Poussec pour parcours ouvert et compétences pour l'éducation à l'esprit critique, qui est un projet IFRAN. Donc, c'est un projet, c'est les projets qui ont été lancés il y a quasiment 6 7 ans. Partenariat entre le ministère de l'économie et de la recherche et l'éducation nationale. Donc, où le but, c'était d'accompagner la création et le déploiement d'outils numériques en lien avec l'éducation et donc avec une place centrale de la recherche pour évaluer les effets de l'utilisation, étudier l'acceptabilité de cet outil par les acteurs terrain, donc là en l'occurrence les enseignants, les enseignantes, et bien évidemment aussi d'évaluer l'impact en termes d'apprentissage de ces outils sur l'apprentissage des élèves. Donc autour de ce projet, juste pour un petit peu vous situer, et d'autant plus dans le cadre de ce postdoc avec Bribel, on bosse vraiment sur deux gros volets. On a un premier volet qui est centré sur les enseignants. On s'intéresse à évaluer les besoins relatifs à la plateforme par rapport au métier d'enseignant, l'articulation par rapport aux conceptions de l'esprit critique, de son enseignement, les obstacles, etc. Et aussi plus en lien avec des aspects ergonomiques, en quoi est-ce que la plateforme elle est adaptée ou pas aux contraintes, à l'utilité, à l'utilisabilité, à l'usage des outils numériques en classe, aux vidéos, etc. Et on a un deuxième volet qui est beaucoup plus centré élèves, qui est d'étudier comment les élèves ils évaluent des vidéos, de s'intéresser plus spécifiquement aux dispositions de compétences qu'on peut rattacher à l'éducation à l'esprit critique dans ce contexte-là. Et je l'ai mentionné juste avant, d'évaluer les effets de l'utilisation de la plateforme sur le développement justement de cet esprit critique. Et donc là, pour aujourd'hui, nous, on va vraiment se centrer sur cet aspect-là. Donc juste un petit élément de contexte. Donc en 2023, si on s'intéresse par exemple au Digital Report, on peut dénombrer à environ 40 millions de Français qui utilisent YouTube chaque mois. Donc c'est énorme, puisqu'en 2023, et ça n'a pas trop bougé, on était 65 millions de Français. Donc c'est 40 millions, c'est énorme. Et si on s'intéresse spécifiquement à la tranche 15-24 ans, ce rapport analyse que sur cette tranche d'âge, ça passe 1 heure à peu près par jour en moyenne sur YouTube, en comparaison à 36 minutes, tout âge confondu. Ce qui, moi, me semble être beaucoup, mais en fait, pas tant que ça. Cependant, quand on compare ce chiffre en fait à un autre rapport, donc celui de l'Arcom qui est sorti hyper récemment et qui s'intéresse non plus uniquement à YouTube, mais à tous les contenus vidéo, donc incluant aussi les réseaux sociaux, là on passe à 5h21 et là ça commence à faire beaucoup. Donc du coup, juste pour refocaliser sur YouTube, ce qui est intéressant avec cette plateforme-là, c'est que, de manière un petit peu naïve, on pourrait se dire, ah ben, les adolescents et même les adultes, on passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos de divertissement, mais en fait, pas que. Il y a vraiment, et je pense que c'est un point central à garder en tête, il y a des contenus de vidéos qui sont pour du divertissement, il y en a d'autres qui sont plus à visée informative. Il y en a plus, c'est vraiment pour apprendre des choses comme des recettes de cuisine, des concepts un peu scientifiques, écouter de la musique. Donc une variabilité d'usage en fait dans le visionnage de vidéos sur YouTube. Il faut aussi savoir que c'est considéré comme la plateforme informelle d'apprentissage la plus utilisée au monde. Donc qui pointe le fait qu'il y a, même s'il y a un usage diversifié avec des buts de visionnage diversifiés au niveau des vidéos, il y a quand même un fort intérêt porté sur les enjeux éducatifs, les enjeux d'apprentissage. Là où ça commence à pêcher, et vous le savez, c'est que il y a une variabilité de sources et de qualité de contenu audiovisuel qu'on peut trouver sur YouTube. Donc avec des informations, des vidéos qui vont présenter du contenu avec des informations inexactes, incomplètes, voire carrément trompeuses. Et c'est pas le cas que de YouTube, puisque par exemple, si on reprend un article qui est sorti très très récemment dans Le Guardian, on a des études qui montrent que, par exemple, sur l'analyse de 100 vidéos TikTok qui vont traiter
de la santé mentale. On en a de mémoire 51 qui sont identifiés comme propageant de la désinformation avec des conseils vagues, inutiles, voire incomplets, en lien avec la santé mentale. Donc, tout ça pour dresser un peu un panorama sur le fait qu'il y a des usages diversifiés quand on s'intéresse aux vidéos qui sont vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça a un intérêt certain pour l'apprentissage, mais c'est dans un contexte où il y a une variabilité concernant les sources qui produisent ces contenus et la qualité des contenus qui est proposée. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait en termes d'éducation à l'esprit critique pour former les élèves, mais aussi plus largement en fait, les adultes et les citoyens, à avoir un visionnage critique de ce type de contenu. Donc juste comme point de repère, on peut distinguer ce qu'on va appeler les dispositions et les compétences. Donc j'appelle ici dispositions des motivations intrinsèques à faire et compétences ici les habilités pour faire quelque chose. Donc c'est vraiment le premier découpage nous qui nous intéressait dans ce projet pour penser un peu en termes d'approche curriculaire les enjeux d'éducation en lien avec l'évaluation de vidéos. Donc, par exemple, ici, on distingue bien ces deux concepts parce que si on a un apprenant qui nous dit, bah, OK, c'est important de questionner la vidéo que je suis en train de voir pour savoir si je peux lui faire confiance. Et donc, bah, OK, allons-y. Pour regarder si je peux lui faire confiance, je vais regarder le nombre de vues qu'a eu cette vidéo. Là, on va se retrouver dans la situation où l'élève, il fait preuve d'une disposition critique, mais il fait pas preuve d'une compétence critique. Il fait preuve d'une compétence d'évaluation parce qu'il va regarder le nombre de vues, mais on ne va pas le considérer comme critique par rapport à un aspect normatif de bonnes compétences à mobiliser. À l'inverse, on a la même chose pour les dispositions. On peut avoir un élève qui va dire et faire correctement pour évaluer une vidéo. Je vais vérifier si la personne qui parle, elle est compétente et je vais croiser cette information avec d'autres sources qui proviennent, enfin d'autres documents qui proviennent d'autres sources. Mais par contre, en fait, clairement trop long, j'ai la flemme, je le fais pas. C'est pas important, même si ça traite d'une thématique d'actualité en lien avec la santé. Et donc là, on serait un peu dans le schéma inverse d'un élève qui a la compétence critique, mais qui n'a pas la disposition critique. Donc, du coup, ce qui nous intéresse, c'est, bah, OK, mais du coup, c'est quoi les dispositions critiques qui vont être motivantes pour évaluer la vidéo? Et c'est quoi les compétences critiques plus spécifiquement qui vont permettre d'évaluer la crédibilité de la vidéo? Donc là encore, ce qui va nous intéresser, c'est si on regarde dans la littérature, on peut identifier des bonnes stratégies qu'on va considérer comme des stratégies critiques. Donc par exemple, évaluer sur la base de ses connaissances, évaluer le discours et donc plus spécifiquement la qualité des arguments, comparer plusieurs documents entre eux. Et donc ce sont des stratégies qui vont renvoyer une évaluation critique. Donc là, on a vraiment cet aspect normatif, évaluation critique des informations, mais on peut aussi évaluer l'expertise de la source, l'honnêteté de la source, et donc là, on va plutôt être sur le volet évaluation critique de la source. Et donc, c'est l'interaction entre ces différentes évaluations qui va nous permettre d'avoir un jugement critique sur le document. À l'inverse, on peut identifier par rapport à la littérature des stratégies qui sont spontanément mobilisées par les apprenants et qu'on ne peut pas considérer comme étant des stratégies critiques ou une évaluation critique parce que ça renvoie à des mauvaises stratégies. Donc, par exemple, le fait d'évaluer en fonction de si on est d'accord ou pas d'accord, d'évaluer la qualité en fonction de si c'est joli, si le son est de bonne qualité. Donc là, toujours en lien avec l'évaluation des informations. Et sur le volet évaluation des sources, est-ce que la source, elle est populaire? Donc, à différencier de est-ce qu'elle a une bonne réputation par les pairs, est-ce qu'elle est populaire ou est-ce qu'elle a du charisme? Ou est-ce que, par exemple, elle parle correctement à l'oral? Donc, partant en fait de ce cadre-là, nous, ce qui nous a intéressé, c'est dans un premier temps de mesurer, de prendre un peu une photographie des compétences d'évaluation critique des élèves quand on leur demande d'évaluer des vidéos. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a choisi la thématique de l'arrêt de la consommation de la viande. Donc, ça fait un peu écho à la présentation d'avant, justement sur l'impact individuel de l'émission de carbone, avec tout ce qui était les gestes d'éco-responsabilité, la diminution de consommation de viande. Nous, on s'est focalisé sur cette thématique parce que on bossait avec des élèves de la sixième à la terminale. C'est une thématique qui est transversale dans les programmes et qu'on retrouve à la fois en SVT en histoire géo. Donc, on avait besoin d'avoir une thématique qui fasse sens aussi par rapport au programme pour les enseignants. Et donc, on a commencé en fait en s'intéressant au positionnement que les élèves avaient sur cette thématique. Donc, on leur demandait de manière assez classique de renseigner sur une échelle de 1 à 9
à quel point ils étaient d'accord ou pas d'accord sur le fait qu'il fallait arrêter de consommer de la viande pour permettre le développement de l'agriculture biologique. Suite à ça, on leur faisait visionner 4 vidéos, donc à la fois une vidéo par une vidéo, étaient intercalées des questions après chacune des vidéos. Et donc 4 vidéos parce que la moitié, il y avait une source experte et dans l'autre moitié, on avait une source non experte. Donc là, en l'occurrence, à chaque fois, c'était un monsieur qui faisait les courses. Et on a ressous-divisé parmi nos 4 vidéos la moitié qui présentait des arguments pour la thématique et l'autre moitié des arguments contre. Donc à chaque fois, ils regardaient une vidéo et on leur demandait d'évaluer la personne qui parle dans la vidéo. Donc on leur demandait de le faire de manière guidée, donc avec des critères qu'on leur proposait pour les aider à le faire. On leur demandait de faire la même chose, mais cette fois-ci pour les informations présentées dans la vidéo. Donc pareil, une évaluation critériée guidée. Et après ça, on leur demandait dans quelle mesure ils utiliseraient cette vidéo à des fins pédagogiques, à savoir ici pour évaluer, pour préparer un exposé en classe sur la thématique. Et surtout, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, on leur demandait de justifier pourquoi ils utiliseraient ou n'utiliseraient pas la vidéo. Donc juste pour refaire un petit peu une focale un peu plus globale, ils regardent une vidéo, ils évaluent la source, les informations, ils prennent une décision s'ils utiliseraient ou pas la vidéo pour préparer un exposé en classe, ils voient une deuxième vidéo, une troisième, une quatrième, etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici pour cette présentation, c'est vraiment l'analyse des réponses ouvertes. Donc juste avant, un petit peu vous donner de la matière, mais on étayera un petit peu plus les résultats. Quand on s'intéresse au score de prise de décision, on a 2 tendances globales qui ressortent. Donc là, c'est vraiment des résultats descriptifs, mais tout ce que je vais vous dire, c'est corroboré par des analyses statistiques avec des P significatifs. Donc, première tendance significative qui ressort, c'est que de manière générale, les élèves, ils choisissent plus d'utiliser des vidéos avec un expert en comparaison aux vidéos où c'était un non-expert. OK? Donc ça, c'est ma barre orange qui est au-dessus de la barre bleue. Deuxième effet significatif, c'est que globalement, les élèves, ils ont tendance à privilégier les vidéos pour lesquelles ils sont d'accord, en comparaison aux vidéos où ils sont pas d'accord. Donc ici, en fait, si on regarde ma ligne attitude, en moyenne, ils sont positionnés à 3,6 sur 9. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont plutôt en défaveur de réduire la consommation de la viande. Donc, je ne sais pas si c'est un effet, peut-être que, voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au fait qu'on est à Toulouse et que, il y a voilà, il y a une gastronomie locale peut-être qui favorise ce type de positionnement, je ne sais pas. En tout cas, dans notre étude, les élèves étaient plutôt contre la thématique en jeu et quand on regarde l'effet d'interaction entre attitude et les arguments proposés, on a un effet significatif sur le fait qu'ils favorisaient les vidéos qui étaient contre la thématique en jeu. Donc, concernant les réponses ouvertes, on a codé à peu près 1100-1200 réponses ouvertes, ce qui correspondait aux réponses de 292 élèves différents. On a identifié 9 catégories d'analyse pour coder ces réponses. Là, je vais vous présenter vraiment les 5 principales, parce que c'est là où on a des résultats que je trouve les plus intéressants. Donc, parmi ces analyses, ces catégories, on avait congruence avec son point de vue. Donc, je choisis la vidéo parce que je suis d'accord, pas d'accord. La clarté, donc je choisis parce que c'est facile à comprendre, c'est difficile à comprendre. La compréhension, je choisis la vidéo parce que c'est précis, c'est complet, ça présente vraiment plein d'informations pour brasser toute la thématique. Validité des infos, je choisis cette vidéo parce que les informations sont vraies, c'est justifié, c'est juste. Et expertise de la source, je choisis la vidéo parce que c'est un expert qui parle, c'est un mec qui s'y connaît, c'est un mec qui a des connaissances, ou à l'inverse, je choisis pas parce que le mec qui parle, il y connaît rien. Donc voilà, je voulais juste 2, 3 secondes pour vous poser la question, d'après vous, quelle est la catégorie qui a été le plus mobilisée par les élèves? Et donc, malheureusement, et peut-être sans surprise, la catégorie qui est la plus mobilisée par les élèves, c'est je choisis la vidéo parce que je suis d'accord ou je choisis pas la vidéo parce que je suis pas d'accord avec ce qui est dit. Donc ici, il y a 2 catégories qui m'intéressent spécifiquement. La première, c'est donc celle que je viens de citer parce que c'est la première. La deuxième qui m'intéresse parce qu'il y a une grosse focalisation dans les programmes et en termes d'enjeux éducatifs, c'est expertise de la source qu'on retrouve en dernier pour les collégiens et en avant-dernier en termes de critères mobilisés pour les lycéens. Donc, voilà, je vous invite à faire le lien aussi par rapport à ce que je vous ai dit auparavant, que les élèves, ils privilégient les vidéos avec un expert
en comparaison avec la vidéo avec un tout venant. Néanmoins, quand on leur demande les raisons qui les poussent à choisir telle ou telle vidéo, ils prennent en compte l'expertise, mais en termes de poids dans la prise de décision, on est bien en deçà par rapport à je suis d'accord, pas d'accord. Quand on s'amuse à faire la comparaison entre collège, lycée, on a des différences significatives qui apparaissent. Donc, notamment sur la clarté des explications, les collégiens vont avoir d'autant plus tendance à choisir la vidéo si c'est clair, en comparaison aux lycéens qui le font moins. Et en revanche, les lycéens vont d'autant plus choisir la vidéo sur la base de la validité des infos et de l'expertise de la source, en comparaison aux collégiens qui le font moins. Donc, on a voilà, une différence en termes de niveau scolaire qui apparaît. On pourra rediscuter un petit peu plus finement de l'interprétation de ces résultats. Donc, globalement, ce qu'on observe, c'est que les élèves immobilisent peu l'expertise de la source quand on leur demande de prendre une décision vis-à-vis de l'utilisation, en comparaison en tout cas aux autres critères. Et le critère le plus cité, c'est vraiment est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui est dit. Quand on compare collégiens et lycéens, voilà, en fait, on se demande si la présence, le fait que les lycéens immobilisent d'autant plus le critère de clarté, est-ce que c'est pas dû à des enjeux, en fait, du fait qu'il y a peut-être une moins bonne aisance vis-à-vis de la thématique, il y a moins de connaissances, il y a peut-être une maîtrise du langage qui est moins installée, ou est-ce que c'est pas dû aussi, en fait, à des enjeux didactiques de qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est attendu par l'enseignant pour avoir une bonne note quand on fait un exposé en classe? Est-ce qu'au collège, c'est pas de montrer qu'on a compris, alors qu'au lycée, c'est d'avoir une approche plus critique vis-à-vis de la validité des infos et de l'expertise de la source? Voilà, c'est un peu les questions qu'on a actuellement pour interpréter ces résultats. Et je te laisse. Pardon, C'est très bien le timing. Donc, je vais continuer sur une. Ça marche? Ouais, ça fonctionne. Je vais continuer sur une deuxième étude qui rentre dans la continuité de ce qu'a présenté Kevin, mais cette fois-ci plutôt centrée sur ses dispositions à l'esprit critique. Donc, c'est des résultats qu'on a récemment publiés. Donc, là, dans cette étude, l'objectif, c'est vraiment en fait de s'intéresser à ces dispositions à l'esprit critique et de regarder comment ces dispositions sont liées à la tendance à évaluer plus ou moins favorablement la crédibilité de vidéos en fonction de l'expertise de la source donc de ces vidéos. Donc, on reprend exactement le même protocole que ce qu'a décrit Kevin. On est sur les mêmes vidéos sur la consommation de viande. Sauf que cette fois-ci, dans ces analyses, on ne s'intéresse pas à cette étape de la décision et des justifications associées à la décision. On est vraiment sur l'évaluation de la vidéo en elle-même et sur des mesures, des questionnaires liés aux dispositions à l'esprit critique que je présenterai juste après. Et donc, pour cette étude, on avait 363 élèves de collège et de lycée. Alors, comme vous pouvez le voir, on avait majoritairement des élèves de collège, hein, avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 13 ans ici. Et donc, ce qu'on essaye de prédire, en fait, dans cette étude, en termes d'analyse, c'est cette évaluation de la crédibilité des vidéos. Donc, en fait, là, on va se centrer sur les questions qu'a présentées Kevin sur comment tu décrirais la personne qui parle dans la vidéo, comment tu décrirais les informations présentées dans la vidéo. Donc, on avait au final, à chaque fois, pour chaque vidéo, on avait 12 items, 12 termes sur lesquels les élèves devaient évaluer donc soit les informations, soit les personnes. Et en fait, ce qui est déjà un résultat en soi qu'on trouve assez intéressant, c'est que nous, on s'attendait en fait à ce qu'il y ait un peu des dimensions à travers ces 12 items, qu'on puisse avoir une évaluation différenciée au sein de chaque vidéo de la personne par rapport aux informations qu'elle va donner. En fait, quand on regarde statistiquement, on se rend compte que tout est extrêmement corrélé. Donc en fait, il y a vraiment une manière assez unidimensionnelle d'évaluer ces vidéos par les élèves. Ils font pas la différence finalement entre l'évaluation de la personne, l'évaluation des sources, et encore moins au sein, par exemple, de l'évaluation de la source, de se dire, ah, voilà, il y a la notion de compétence, mais qui est différente de la notion d'honnêteté. C'est des choses qui apparaissaient dans nos items. Bon, on retrouve pas ces nuances-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé à chaque fois, pour chaque vidéo, un score unique d'évaluation de la crédibilité par l'élève. Et ensuite, on a calculé trois scores. Pour chaque élève, on a fait la moyenne de leur évaluation des vidéos avec des experts. D'un autre côté, on a fait la moyenne de leur évaluation des vidéos avec des non-experts. Et donc, l'intérêt de faire ça, c'est que ça va nous permettre de neutraliser
cette variable du point de vue défendu, puisqu'à chaque fois, on a une vidéo avec un expert qui se prononce en faveur de l'arrêt de la consommation de viande et une vidéo en défaveur de l'arrêt de la consommation de viande. Donc en fait, en moyennant comme ça, on se concentre sur le niveau d'expertise et on élimine la question du point de vue défendu. Donc ces deux scores, moyenne des vidéos experts, moyenne des vidéos non experts, et enfin on a calculé un indice en fait en faisant l'un moins l'autre, donc pour avoir un peu une mesure du discernement qu'ils font, de l'écart qu'ils font entre les vidéos avec des experts et les vidéos avec des non-experts. Donc plus le score il est important, il est élevé, plus ça veut dire qu'ils vont favoriser, ils vont mieux évaluer les vidéos avec un expert. Plus ce score il est négatif, plus il favorise des vidéos avec des non-experts. Et quand on a un score qui s'approche de zéro, ça veut dire que bah, on a des élèves qui finalement il n'y a pas de distinction entre les deux types de sources. Je passe maintenant à ces questions des mesures, des dispositions à l'esprit critique. Donc là, on a toute une série d'items en fait qui sont évalués sur à chaque fois sur une échelle de 1 à 9. Et donc, auprès de nos élèves, on mesurait en fait un sentiment d'efficacité personnelle dans l'évaluation de vidéos. Donc ça, c'est une mesure qui va refléter dans quelle proportion ils se sentent en capacité, ils se sentent compétents pour évaluer s'ils peuvent faire confiance dans une information, dans une source, quand ils regardent des vidéos sur Internet. On avait également une mesure des justifications épistémiques. Donc ça, en fait, c'est une mesure sur les croyances qu'ont les élèves sur la manière dont il faut évaluer la crédibilité de vidéos. Donc, ces élèves, ils peuvent se dire, quand ils évaluent une vidéo, bah, ils peuvent se dire que c'est important d'évaluer s'ils peuvent faire confiance en cette vidéo au regard de leurs connaissances ou croyances personnelles. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler justification personnelle. Autre type de croyance, plutôt basé sur le fait de croiser les informations avec de multiples sources. Ou encore, autre type de justification, c'est d'aller regarder l'autorité de la source, se poser la question de est-ce que cette source, elle est experte, est-ce qu'elle est compétente pour me parler de tel sujet. Donc voilà, ça c'est les trois dimensions qu'on avait pour ces justifications épistémiques. Donc là, on a vraiment des dispositions qui sont assez spécifiques au contexte d'évaluation de vidéo, et puis on avait des dispositions plus générales qui ne font pas directement appel à cette question d'évaluation de vidéo. Et ici, on avait une mesure d'humilité intellectuelle. Donc c'est un concept là qu'on a qui est décomposé en quatre sous-dimensions. La première qui s'appelle indépendance de l'intellect et de l'ego, qui va refléter en fait dans quelle mesure les élèves vont se sentir menacés quand quelqu'un va contredire ou va exprimer une opinion qui est contraire à ce qu'ils pensent. L'ouverture à changer son point de vue, donc voilà, donc c'est assez transparent, hein, c'est dans quelle mesure on va se considérer disposé à changer d'avis si on nous donne des preuves un petit peu convaincantes. Le respect du point de vue des autres, bon, là aussi c'est assez transparent, hein, c'est à quel point on respecte le point de vue des autres, y compris quand on est en désaccord. Et enfin, la notion de surconfiance intellectuelle, qui va s'articuler autour de l'idée de voilà de peut-être un excès de confiance en ses propres capacités, avec cette idée que bah, voilà de se dire par exemple mes idées sont meilleures que celles des autres. Donc voilà pour les dispositions qu'on a mesurées. Il y avait également trois autres variables que je n'ai pas présentées ici voilà, on avait déjà pas mal de choses à présenter en termes de mesures. On avait différentes mesures sur le style de raisonnement, donc la foi en l'intuition, le besoin de preuve ou encore un test de réflexion cognitive. Mais je ne les présente pas en détail parce qu'en fait, on n'a aucun résultat significatif sur ces mesures-là. Donc voilà, mais par contre, elles sont intégrées dans nos analyses. Et donc, on a fait des analyses de régression auprès de 363 élèves, donc de la sixième à la terminale, pour voir en fait dans quelle mesure l'ensemble de ces dispositions ainsi que l'âge des élèves pouvaient être liés à cette évaluation des vidéos en fonction de l'expertise de la source. Et donc, en termes de résultats, voilà ce que ça donne. Donc, là, quand il n'y a aucune, si pour les variables qui n'apparaissent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de résultat significatif. Et donc, quand on s'intéresse à voir qu'est-ce qui prédit l'évaluation des vidéos avec des experts, en fait, on se rend compte que les vidéos avec des experts sont évaluées comme étant plus crédibles quand les élèves en fait ont un sentiment d'efficacité personnelle élevé, qu'ils considèrent qu'il est important d'évaluer des vidéos au regard de l'autorité de la source, de l'expertise de la source, qu'ils déclarent respecter fortement le point de vue des autres et qu'ils se déclarent fortement ouverts à changer de point de vue. Maintenant, quand on regarde l'évaluation des crédibilités des vidéos avec des non-experts,
on observe en fait à nouveau que ces vidéos sont évaluées comme étant plus crédibles quand les élèves ont un sentiment d'efficacité personnelle qui est élevé. Cette fois-ci, qu'ils considèrent qu'il est important d'évaluer la crédibilité des vidéos au regard de leurs propres connaissances ou propres croyances. À nouveau, qu'ils déclarent respecter fortement le point de vue des autres. Et puis on a aussi un lien avec l'âge, mais cette fois-ci avec un signe négatif, avec un lien négatif. Donc c'est-à-dire que plus l'élève est jeune, euh, enfin, plus il va évaluer comme étant crédible les vidéos avec les non-experts. Et enfin, sur notre indice de discernement, bon, bah là, c'est très simplement, c'est une relation mathématique, hein, en fait, puisqu'on on fait une soustraction de l'un moins l'autre. Donc, on va retrouver ces liens avec les justifications personnelles et la justification par l'autorité, l'influence du sentiment d'efficacité personnelle et puis du respect du point de vue des autres disparaît. Et donc, on va à nouveau retrouver la question de l'ouverture à changer de point de vue et de l'âge qui apparaissent ici comme prédicteurs du fait de maximiser l'écart entre l'évaluation des vidéos avec des experts et des non-experts, et donc au bénéfice des experts ici. Donc voilà pour les résultats sur ces analyses de régression. Je vais juste revenir rapidement sur quelques résultats saillants, enfin, qui selon nous sont saillants sur ces analyses. C'est qu'en fait, on identifie ici deux dispositions de prédicteurs qui sont liées à une évaluation plus favorable des vidéos, mais quel que soit le niveau d'expertise de la source. Donc, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Comme je disais, hein, plus ils ont un sentiment d'efficacité personnelle élevé, plus ils vont évaluer la crédibilité de toutes les vidéos comme étant élevée. Donc ça, c'est un résultat qu'on a notamment interprété en termes de peut-être de surévaluation de leur niveau de compétence. Et puis également, on a le respect du point de vue des autres, qui, même chose, est lié en fait au fait de mieux évaluer toutes les vidéos. Et donc ça, on se demandait en quelle mesure ça pouvait en fait refléter une forme de croyance épistémique de type multipliste, donc, c'est-à-dire en fait une forme de pensée où on va considérer que finalement il n'y a pas de vérité absolue et que toutes les opinions sont valides. Et donc à ce moment-là, ben, en fait, on va pouvoir voilà, évaluer toutes ces vidéos comme étant crédibles. Donc ici, c'est des résultats qu'on peut aussi discuter en fait en termes d'excès, que certaines dispositions en fait en termes en excès peuvent peut-être avoir un effet délétère sur la pensée critique, peut-être médiatisé par un plus faible investissement dans l'évaluation de la source et des informations. Autre résultat saillant ici, c'est cette question de l'ouverture à changer de point de vue qui est le prédicteur qui a une taille d'effet la plus importante pour prédire le discernement entre les différentes vidéos en fonction du niveau d'expertise. Et donc, ce qui est important à garder en tête ici, c'est qu'on a uniquement des items qui mettent bien en avant que c'est une ouverture à changer de point de vue lorsqu'on nous présente des preuves, lorsqu'on nous présente des arguments convaincants. Donc, peut-être que les élèves qui se déclarent donc les plus ouverts sont aussi plus attentifs au statut de la source ou au type d'arguments mobilisés dans les vidéos lorsqu'il faut juger de la crédibilité. Et enfin, un effet de l'âge qui est aussi assez intéressant, puisqu'en fait, avec l'âge, finalement, il n'y a pas d'effet sur l'évaluation des vidéos avec des experts, mais par contre, avec l'âge, les élèves sont de plus en plus prudents quand ils évaluent la crédibilité des vidéos avec des non-experts. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ce résultat. Le premier, ça va être une question de clairvoyance normative, tout simplement, c'est-à-dire de se dire que, en fait, les élèves, avec les années, ils sont de plus en plus conscients de qu'est-ce qu'on attend d'eux et de se dire, bon voilà, on est dans un contexte scolaire, donc oui, on attend de moi que je dise que la vidéo avec un chercheur, elle est plus crédible que la vidéo avec un mec qui fait ses courses. Mais on a aussi des travaux dans la littérature qui montrent que en fait, questionner la crédibilité de documents peu fiables, bah, c'est une activité qui est plus complexe que de venir valider la crédibilité de documents fiables. Donc c'est quelque chose voilà, qu'on retrouve un petit peu dans ces résultats, et ce qui n'est pas sans lien aussi avec les habitudes dans le domaine scolaire. C'est-à-dire que on a plutôt l'habitude de travailler avec les élèves sur des documents de bonne qualité, sur des documents fiables, et on va rarement travailler sur des documents peu crédibles. Voilà pour cette étude 2, et donc j'enchaîne sur une troisième et dernière étude où on va justement s'intéresser en fait à cette question de venir intégrer des activités pédagogiques où on va faire évaluer aux élèves des vidéos de fiabilité, de qualité variable. Donc ça, c'est un travail qu'on mène
avec une étudiante de master, donc Karine Lafont, qui a fait, là on va vous présenter les résultats de son mémoire de master 1 l'année dernière, et puis là en master 2, on refait un petit peu la même étude avec, en apportant quelques améliorations. Et donc l'idée dans cette étude, c'est de créer, parce que là, dans les études qu'on vous a présentées jusque maintenant, en fait, on se contentait finalement d'aller observer comment les élèves évaluent des vidéos, mais on n'avait pas vraiment d'intervention pédagogique. Là, dans cette étude, en fait, on a créé 3 parcours pédagogiques qui étaient destinés à des élèves de collège et de lycée pour venir travailler sur ces notions de compétences d'évaluation d'une source. Donc, on avait en fait un protocole qui était en 5 temps. D'abord un pré-test, puis 3 séances pédagogiques sur l'évaluation donc de la crédibilité des sources, et enfin un post-test. Donc, un travail qu'on a mené avec 16 enseignants et enseignantes dans différentes académies, 15 classes qui ont participé, et donc au total, on a 180 élèves qui ont réalisé l'étude en entier. Donc, majoritairement des élèves de collège. On avait 119 élèves de collège et 74 élèves de lycée qui ont participé. Donc encore une fois, avec vraiment un gradient de la sixième à la terminale. Et donc pour présenter un peu plus en détail nos 3 parcours pédagogiques, on avait un premier parcours où les élèves travaillaient plus spécifiquement sur la question, enfin assez généralement, pardon, sur la question de la crédibilité de la source. Donc qu'est-ce que c'est ces notions de source dans une vidéo? C'est quoi la notion de crédibilité? Puis on allait dans les parcours suivants se focaliser sur 2 composantes de la crédibilité. La notion de compétence. Est-ce que la source, elle est experte? Est-ce qu'elle a des compétences spécifiques, une formation pour, voilà, qui justifie qu'elle est crédible quand elle me parle de telle thématique? Et puis un troisième parcours qui était centré cette fois-ci sur l'honnêteté. Donc voilà, plutôt sur des enjeux de transparence, d'intégrité, à quel point la personne a intérêt à me dire la vérité sur tel sujet. Pour les 3 parcours, on avait une conception qui était identique. On avait vraiment un template en fait de parcours qui était toujours le même. C'est-à-dire que les élèves commençaient par voir 2 vidéos explicatives qui venaient apporter des informations conceptuelles sur c'est quoi la crédibilité d'une source, c'est quoi cette notion de compétence, c'est quoi cette notion d'honnêteté. Puis ensuite, ils allaient voir 3 vidéos dont ils allaient devoir évaluer la crédibilité. Et à chaque fois, il y avait une vidéo qui était donc qui venait d'une source fiable, une qui venait d'une source non fiable, et puis une troisième vidéo qui était un petit peu un entre-deux finalement, voilà, qui était un niveau de fiabilité plus moyen. Donc bien évidemment, comme on est la sixième à la terminale, avec des profs qui viennent de différentes disciplines, euh, les vidéos explicatives étaient toujours les mêmes, mais par contre, les 3 vidéos à évaluer, en fait, elles variaient d'une classe à l'autre pour que ça s'adapte au programme des enseignants et enseignantes, pour que ça s'adapte au niveau scolaire des élèves. Donc au total, on a 72 parcours pédagogiques qui ont été créés sur ce modèle avec des thématiques diverses. Donc, on avait des choses, par exemple, sur l'égalité salariale de mémoire, quelque choses sur la contraception, sur la vaccination, la pollution des eaux. Euh, les problèmes de mauvaise alimentation McDonald's, Oui, etc. donc, vraiment une grande variété finalement de thématiques. Euh, et pour le pré-test et le post-test, qui venait donc encadrer ces activités pédagogiques, bon bah là, je vais passer très rapidement, puisqu'en fait, on vous l'a déjà présenté. C'est toujours ce même pré-test. C'est toujours ce même test en fait avec ces vidéos sur la consommation de viande, les mêmes items sur l'évaluation de vidéos, les mêmes items de décision, et puis le questionnaire de sentiment d'efficacité personnelle donc, que j'ai présenté dans l'étude 2. Donc c'est ces items où on vient questionner dans quelle mesure les élèves se sentent en capacité d'évaluer la crédibilité des sources et des informations. Donc le pré-test et le post-test étaient identiques. Et en termes d'analyse statistique, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a cherché à regarder l'évolution des scores entre le pré-test et le post-test. Donc sur cette notion d'évaluation de la crédibilité des sources, donc à nouveau en faisant un peu une séparation entre les vidéos avec des experts et les vidéos avec des non-experts, et puis l'évolution de leur sentiment d'efficacité personnelle en avant et après. Autre variable qu'on a intégrée dans notre modèle statistique, c'est la comparaison entre collège et lycée. Alors, pour des raisons de taille d'échantillon, on n'a pas pu avoir un niveau d'analyse plus fin par niveau scolaire sur cette étude. Donc, on s'est contenté de séparer les élèves entre collège et lycée pour regarder s'il y avait une évolution différente en fonction du niveau scolaire.
Je passe aux résultats maintenant. Donc, si on s'intéresse à l'évaluation des sources, alors ici, on est à un niveau général, on n'a pas encore intégré le niveau scolaire. On va revenir sur un résultat qu'on vous a déjà présenté, c'est-à-dire que dans l'ensemble, en fait, les élèves, ils vont évaluer les experts comme étant plus crédibles que les non-experts. Donc, les vidéos avec des experts sont évaluées comme étant plus crédibles en pré-test comme en post-test. Voilà, ça c'est un résultat qu'on va conserver. Ce qui est intéressant ici, c'est d'aller regarder en fait par niveau scolaire, puisque quand on regarde chez les collégiens, c'est le graphique du haut. Ce qu'on va observer, c'est que les collégiens, en fait, il n'y a pas d'évolution de leur évaluation des vidéos en post-test. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils évaluent les experts comme étant plus crédibles que les non-experts. Mais même si là, sur le graphique, on a l'impression qu'on a une diminution de la crédibilité accordée à ces vidéos, cette différence, elle n'est pas significative entre avant et après. Donc, pas d'évolution des évaluations chez les lycéens, chez les collégiens, pardon. En revanche, au lycée, on a une évolution. C'est-à-dire que il n'y a pas de, il n'y a pas de changement sur la manière d'évaluer les experts au lycée. Mais par contre, en post-test, par rapport au pré-test, les lycéens vont avoir tendance à évaluer comme moins crédibles les vidéos avec des tout venant, avec des non-experts. Donc voilà, c'est ce qu'on note ici, hein, c'est qu'après les activités pédagogiques, les lycéens se montrent d'autant plus prudents, d'autant plus prudents vis-à-vis des sources non expertes, là où chez les collégiens, il y a pas d'effet entre le pré et le post. Pour le sentiment d'efficacité personnelle, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que quand on regarde chez les collégiens, en fait, on se rend compte que leur sentiment d'efficacité personnelle, il va diminuer entre le pré-test et le post-test. Donc, en post-test, ils vont se sentir un petit peu moins capables, un petit peu moins compétents pour évaluer la crédibilité des informations et des sources, alors que les lycéens, on a l'impression là aussi que sur le graphique, il y a une légère diminution, mais cette évolution, elle n'est pas significative. Donc, pour les lycéens, il n'y a pas d'évolution entre le pré et le post-test. Donc voilà. Après les activités pédagogiques, les collégiens vont modérer leur sentiment d'efficacité personnelle vis-à-vis de l'évaluation de la crédibilité d'une source, pas les lycéens. Donc voilà pour les résultats sur cette étude. Quelques éléments de limite et de discussion, c'est qu'en fait ici on n'a pas de groupe contrôle, hein. Donc on ne peut pas conclure quant à une efficacité d'un dispositif pédagogique en termes d'apprentissage. Ça, c'est le but de l'étude qu'on est en train de mener actuellement donc, avec le Master 2 de Karine. Mais dans l'étude de l'année dernière, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des comparaisons entre des trajectoires, voilà, entre l'évolution de ces différentes variables, selon que les élèves soient au collège et au lycée. Et donc, on observe hein, une évolution différenciée. Les collégiens, ils ne semblent pas avoir développé des compétences d'évaluation, mais plutôt en fait des dispositions en lien avec leurs propres compétences. En fait, ici, on vient questionner plutôt une étape intermédiaire dans l'apprentissage, qui serait une première étape finalement d'avoir peut-être une remise en question de leurs compétences à évaluer la crédibilité de sources et d'informations. Là où les lycéens, ils ont accentué finalement l'écart qu'ils font dans leur évaluation des vidéos selon le niveau d'expertise. Déjà auparavant, ils favorisaient les vidéos avec un expert, mais après les parcours, cet écart vient encore se creuser. Donc, encore une fois, c'est vraiment dans le sens où leur évolution des experts reste stable. C'est leur évaluation des vidéos avec des non-experts qui va décroître avec le temps. Et donc, en fait, c'est un résultat qui vient faire écho ici avec une distinction hein, qu'on va retrouver dans la littérature, où en fait, on aurait finalement une compétence à valider une vidéo fiable qui serait peut-être plus précoce en termes de développement par rapport à cette compétence à questionner la crédibilité d'une vidéo qui est non fiable. Voilà pour l'étude 3. Je te laisse Ouais. conclure. Oula. Donc, comme discussion générale, donc, on vous propose ici, nous, quelques pistes avec lesquelles qu'on a pu discuter, pardon, avec les enseignants et les enseignantes du projet, et qui, enfin voilà, on est toujours ouvert à plus les étayer. Mais c'est un peu l'articulation des différents constats qu'on retire de ces différentes études en termes de leviers qui peuvent être mobilisés auprès des élèves pour justement les accompagner dans le développement de ces compétences et de ces dispositions à évaluer des vidéos. Donc un premier point donc, qui nous semblait important, et c'est un peu un des piliers
sur lesquels on est parti pour la construction pédagogique, l'ingénierie pédagogique des trois parcours, c'est cette question de la clarification conceptuelle. Puisque dans le pré-test, là où on s'attendait à retrouver vraiment des, 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 des indices, des patterns différents à l'intérieur, voilà, une évaluation différenciée à l'intérieur de l'évaluation de la source, du fait qu'ils n'allaient pas évaluer de la même manière l'honnêteté, la compétence, la bienveillance, en fait, pas du tout. Ils évaluent les trois, ils donnent un score unique à la source, et c'est même plus que ça, c'est qu'en fonction du niveau scolaire, il y a un score qui est indifférencié, qui est très similaire entre évaluation source et évaluation information. Ça nous semblait important de venir vraiment faire ce travail de clarification conceptuelle sur qu'est-ce que c'est qu'une information, qu'est-ce que c'est qu'une source, en quoi c'est différent, en quoi il y a un lien entre les deux, avant même déjà de aller plus loin et venir travailler sur des concepts plus fins comme qu'est-ce que c'est que la compétence, qu'est-ce que c'est que l'honnêteté, qu'est-ce que c'est qu'une information vraie, justifiée. Donc vraiment déjà une première étape de clarification conceptuelle avant de venir travailler sur, et c'est une étape qu'on a intégrée là dans cette nouvelle étude, de vraiment ces connaissances métacognitives en termes de stratégie, de comment est-ce qu'on le met en place. OK, on nous dit une source, c'est ça. La compétence d'une source, on a la définition. Mais maintenant, c'est quoi les indices, c'est quoi les observables qu'on peut relever sur un document textuel, sur un podcast, sur une vidéo pour justement avoir cette évaluation de la source par rapport à son expertise. Et un troisième point qui me semblait important, c'est, on l'a déjà mentionné, mais c'est vraiment que quand on discute avec les enseignants, on se rend compte, et c'est normal, que ce qui est travaillé avec les élèves, c'est vraiment des documents qui sont fiables. C'est vraiment des documents qui sont, enfin voilà, du matériel didactique qui est pensé pour faire le lien avec les programmes et donc des savoirs. Et donc c'est assez rare que spontanément les enseignants proposent du matériel qui soit faux ou imprécis ou en partie erroné à des élèves, alors que par rapport aux résultats qu'on observe dans la littérature et qu'on retrouve dans nos études, c'est là où justement il y aurait le plus le besoin d'un accompagnement auprès des élèves puisque de manière assez précoce, c'est un résultat qu'on observe. Là, on a de nouveaux résultats qui sont pas publiés, il faudra affiner, mais qui sont quand même assez robustes, où en fait, les élèves, à partir de la quatrième, arrivent à avoir une évaluation différenciée entre experts et non-experts en faveur des experts. Donc, ce serait un truc qui commencerait à maîtriser à partir de la quatrième, alors que c'est vachement plus tardif quand il s'agit d'évaluer des vidéos qui posent problème. Voilà. Et donc, je passe là-dessus. Voilà, c'est juste pour refaire un écho sur le fait que là, on a d'autres tests d'autres études qui sont en cours, notamment où on s'est à changer la thématique, à s'intéresser plutôt à un impact des écrans chez les jeunes. Et cette fois-ci, on a pu proposer des vidéos pour et contre, mais on a proposé des vidéos avec des experts, des tout venants et des vidéos où la moitié, c'est des informations non fiables et l'autre, c'est des informations fiables. Donc, ça veut dire qu'on intègre, par exemple, des vidéos où il y a une personne non experte qui donne des bonnes informations et une personne experte qui donne des informations erronées. Donc là, on est en train de collecter les données et donc on pourra peut-être revenir l'année prochaine pour vous présenter ces résultats. Et je passe ça et je vous remercie pour votre attention.